Mode. Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire du jeudi 24 mai 2018. Comme vous avez pu le lire, on a un retour plus ou moins d'aversion pour risque, ou en tout cas plutôt des devises refuges. On a le yen qui bondit depuis hier, le gold, le cours de l'or qui rebondit depuis ce matin, on a le franc suisse qui également a été une devise particulièrement haussière depuis hier et qui continue ce matin. Donc voilà, on a quand même, c'est pas totalement la version pour risque parce qu'on a quand même des marchés à actions qui progressent, mais on a quand même voilà un marché obligataire qui s'apprécie, des devises refuges qui s'apprécient, donc on a quand même un aspect de diversification en tout cas de la part du marché depuis hier. Alors, avant de poursuivre ce webinaire, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur risque. Le trading avec FLV amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors simplement pour illustrer mes propos, regardez ce matin ce que nous avons, les performances de chaque devise majeure par rapport au dollar US, et on peut voir que c'est le yen, l'euro et le yen et le franc qui surperforment le FX. On a l'euro qui vient de dépasser le franc, mais au début, il y a de cela 2 minutes, l'euro était encore inscrivait une moins bonne performance que le franc. Bref, on a quand même le yen qui, voyez, de loin le leader ce matin, et même hier, le yen index qui a progressé de plus de 1%, ce qui est quand même beaucoup pour un indice Forex. Voilà, donc je reviens sur cette slide, je vais saluer la salle de trading. Bonjour François, j'espère que vous allez bien. Ramsey, que je salue également, Frédéric, Raymond, Christian, Didier, voilà, bien le bonjour à vous tous, hein, des habitués. Ça fait très plaisir de vous retrouver. Raymond, son, image, ok, c'est parfait. Merci Raymond pour cette confirmation. Edgy, bien le bonjour à vous. Didier, Trump a encore frappé avec son tweet sur les pièces automobiles cette nuit. Alors oui, comme vous pouvez le constater, deuxième paragraphe, Donald Trump a ordonné une enquête en vertu de l'article 232 qui pourrait entraîner des tarifs douaniers allant jusqu'à 25% sur les véhicules importés. Alors l'article 232, c'est concrètement sur la protection nationale. Quel est le lien entre véhicules importés et protection nationale? C'est simplement le fait que euh, si les États-Unis importent beaucoup de véhicules importés, il y a moins de budget pour la recherche et le développement, et donc du coup l'innovation n'est pas réalisée aux États-Unis. Donc du coup il y a une perte d'innovation, et c'est de ce côté-là où il y aurait en peut-être, en tout cas, l'explication euh, de d'une menace nationale. C'est parce que il n'y aurait pas d'innovation dans ce secteur. Voilà, donc Donald Trump a ordonné une enquête, ce n'est pas encore fait, mais c'est le même process, c'est le même processus que pour l'imposition de taxes sur l'acier et l'aluminium. C'est exactement le même process que qu'engage Trump pour ces véhicules importés. Voilà, donc je dis pas que ça va être le même aboutissement que les taxes sur l'acier et l'aluminium, mais en tout cas, c'est vraiment de la même façon que Donald Trump commence à parler de taxes sur les véhicules importés, comme il l'a fait pour l'acier et l'aluminium. Je continue sur le briefing d'actualité. Donc on a les minutes de la Fed qui ont été plutôt dovish. En tout cas, la réaction du marché fut plutôt dovish. Les minutes de la Fed qui confirment que les perspectives économiques justifiaient une nouvelle hausse des taux d'intérêt pour bientôt, donc en clair pour le mois de juin. La hausse des taux du mois de juin était totalement pricée, et révèlent que les membres toléreraient un dépassement de l'inflation au-dessus de sa cible de 2% pour une période temporaire, se retenant ainsi de toute indication d'accélération du rythme de hausse des taux. Donc en clair, on n'a pas eu d'indication comme quoi il y aurait potentiellement une accélération ou un durcissement plus important que prévu initialement par la Fed. Un durcissement de la politique monétaire, bien évidemment. Donc voilà, on n'a pas eu de commentaire sur 4 hausses des taux, nous n'avons pas eu de commentaire sur une accélération du durcissement de la politique monétaire. Donc finalement, le marché n'a pas eu ce qu'il souhaitait, ce qui n'a pas empêché le dollar de progresser, mais voilà, en tout cas, ça n'a pas alimenté la probabilité d'une quatrième hausse des taux pour la fin de l'année. Du côté de l'Europe, on a l'Italie, le président italien qui a chargé le juriste Giuseppe Conte, c'est le candidat premier
au poste du Premier ministre proposé par le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord, donc pour former un gouvernement et un programme. Donc ce nouveau Premier ministre devra proposer un gouvernement et un programme d'ici une petite semaine au président italien. S'il accepte, dans ce cas-là, ce candidat Giuseppe Conte sera officialisé et pourra mettre en place ce gouvernement et ce programme. Voilà, donc d'ici une petite semaine, normalement, voilà, ce nouveau personnage politique devrait proposer au président italien ce nouveau gouvernement et ce nouveau programme. Du côté du Moyen-Orient, on a le leader iranien qui a imposé une série de conditions aux pays européens, dont des mesures pour protéger le commerce avec Téhéran, dont l'achat de pétrole iranien. Donc Téhéran demande de garantir l'achat de pétrole iranien si les pays européens veulent que l'Iran maintienne l'accord nucléaire. Dans le cas contraire, on aurait probablement une sortie de l'Iran de l'accord sur le nucléaire. Et enfin, Corée du Nord, voilà, donc j'ai une question à ce sujet dont je n'ai pas répondu dans cette slide, mais Eddie qui me demande que pensez-vous du rapprochement des deux Corées? Alors, d'un point de vue du marché, c'est une bonne chose parce que voilà, moins d'isolement, c'est moins de chances d'escalade de tension. Voilà, peut-être que la Corée du Sud, finalement, c'est le pont entre, c'est le dernier pont en tout cas entre les négociations internationales ou américaines avec la Corée du Nord. Donc tant qu'il y a un rapprochement, c'est une bonne chose aux yeux des investisseurs. Maintenant, ce n'est pas ça qui va créer un appétit pour le risque. Voilà. Et pour le moment, la probabilité de voir un sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un le 12 juin prochain à Singapour, eh bien diminue depuis le début de la semaine, étant donné que voilà, on a cette nuit un ministre nord-coréen qui a qualifié le vice-président américain de mannequin politique pour avoir comparé son pays à la Libye. Et voilà, on a également le vice-ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord qui a déclaré que l'avenir du sommet entre Pyongyang et Washington revient entièrement aux États-Unis. Donc en clair, les États-Unis, la Corée du Nord ne montre plus autant de motivation qu'auparavant, tout comme globalement les États-Unis. Hein. Voilà, donc on a potentiellement un sommet qui était presque garanti il y a de cela 2-3 semaines entre les États-Unis et la Corée du Nord, qui aujourd'hui perd un petit peu de crédibilité. Voilà un petit peu pour l'actualité sur les marchés. Donc en clair, au niveau des relations commerciales, le marché s'est pris globalement une claque, ce qui met sous pression le CAD finalement également. Hein. Si on regarde les devises les moins performantes. Quelles sont les devises les moins performantes? C'est ceux qui dépendent le plus du commerce international. C'est le NZD, l'AUD et le CAD. CAD avec le traité de l'ALENA, parce que forcément c'est cette menace entre guillemets de mettre des 25% de tarifs douaniers sur les voitures importées, ça met une pression sur les négociations de l'ALENA. Même si les pays de l'ALENA seront pas forcément normalement ne devraient pas être concernés, étant donné que c'est un traité de libre-échange, ça met quand même une pression sur les négociations, étant donné que les négociations ne sont pas encore terminées. Donc le CAD sous pression, l'AUD, le NZD également. Et à l'inverse, les devises refuges, vous voyez, yen, franc suisse, haussière. Voilà, donc en clair, d'un point de vue des perspectives sur le commerce international, eh bien elles se sont amplement dégradées depuis hier, alors que lundi ça allait un petit peu mieux. Depuis hier, voilà, c'est reparti, ça se dégrade à nouveau. En Italie, ça ne s'améliore pas. On va voir le spread allemand-italien qui permet de mesurer un petit peu les incertitudes du marché. Et en Iran, c'est pareil, on a toujours le gros point d'interrogation, ainsi que la Corée du Nord. Résumé de la science américaine et asiatique, on peut voir Dixie qui est en hausse hier, mais également les marchés actions, le rendement du 10 ans qui perd 7 points de base, donc c'est un marché obligataire qui s'apprécie.
euh, et, euh, et pardon, qui passe sous les 3%, donc ça c'est intéressant à noter. Et ce matin, on a donc le yen, le gold qui avance, comme vous pouvez constater, et le Nikkei, le Hang Seng qui recule. Suite, bien évidemment, aux nouvelles incertitudes sur les relations commerciales sino-américaines. Calendrier économique, on a eu le PIB allemand qui a été publié, vous voyez, dans la lignée du consensus. Nous aurons à 9h, à 9h, on a eu, le discours de Carnet. Bon, pas très important, j'ai pas pu suivre parce que c'était le début du webinaire 9h, donc on va essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé. 10h, nous aurons la publication de la stabilité financière, enfin un bilan de stabilité financière en zone euro par la BCE. Donc ça va pas être très important également. Et voilà, globalement ça va être une journée de transition avant des statistiques demain qui seront attendues comme le PIB britannique. Voilà, tout simplement. Alors, je réponds aux questions. Valentin, alors non, c'est bon, ça c'est répondu. Le président italien a l'air d'avoir un très grand pouvoir sur les nominations des ministres. Que se passerait-il s'il refuse tous les ministres proposés pour le ministère de l'économie? Très bonne question. Eh bien, tout dépend des candidats qui sont refusés. Si c'est des candidats vraiment très eurosceptiques, de toute façon, a priori, ça va être un gouvernement eurosceptique, hein, étant donné que les deux partis élus, le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord, sont plutôt eurosceptiques. Donc ça devrait plutôt être un gouvernement dans cette optique. Donc s'ils refusent des ministres de l'économie anti-Europe, ça pourrait être une bonne chose à court terme. Maintenant, ça pose des incertitudes, parce que tant qu'il n'y a pas de gouvernement, l'Italie est en pause. L'Italie n'avancera pas. Déjà que quand il y a un gouvernement, l'Italie n'avance pas. Alors, quand il n'y en a pas, vous imaginez bien que l'Italie est immobilisée. Voilà, c'est comme, enfin c'est pas comme l'Allemagne, mais souvenez-vous en début d'année, l'année dernière en septembre, Angela Merkel a été réélue, mais n'avait pas la majorité, ça a pris 5 mois pour qu'elle forme une coalition avec le SPD. Et pendant ces 4-5 mois, l'Europe était en pause. L'Italie, c'est pas un moteur de l'Europe, et au vu des deux partis qui sont élus, ça ne va pas être le pays qui va tirer l'Europe vers le haut. Mais rien que pour l'Italie, le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement stable va poser un gros point d'interrogation. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué à dire si c'est bien ou pas bien que le président refuse des ministres de l'économie proposés par ce nouveau gouvernement. Voilà. Si c'est des personnages politiques anti-Europe, ça peut être une bonne chose. Maintenant, trop de patience pèse, crée des incertitudes. Et les incertitudes ne sont jamais bonnes. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu le spread italien, le 10 ans italien, moins le 10 ans allemand, donc à chaque fois pour repérer des incertitudes en zone euro, on va toujours comparer des taux, un taux d'un pays face au Bund. Et dès qu'on a un spread qui s'écarte, on a des incertitudes sur la zone euro ou sur l'Union européenne. Voilà, si on regarde, hop, on compare. Donc ici nous avons le spread italien avec le Bund. On va mettre l'espagnol et on va mettre le français. L'espagnol, nous allons le mettre en jaune et le français en bleu. Voilà, donc vous pouvez constater sur une année, on avait un spread qui diminuait. Donc
des incertitudes qui diminuent sur la zone euro, sur l'union de la zone euro, sur la cohérence, sur le projet, bref, sur la zone euro et l'Union européenne. Et là, on a depuis fin du mois d'avril même plutôt mi-mai, un spread qui augmente. Et là, puisque les rendements sont plutôt corrélés, eh bien, là, on a les incertitudes sur la zone euro. On peut les détecter grâce à l'évolution du spread. Et d'un point de vue d'analyse technique, nous avons le spread italien qui est en jaune, en vert dorénavant, et là, on a la sortie par le haut de ce canal. Et donc là, c'est une anomalie. On peut avoir un rebond, c'est normal qu'on a des rebonds du spread, hein, comme toute tendance, il y a toujours des rebonds, des pullbacks. Et dès qu'on a la sortie, la cassure d'une configuration chartiste, c'est un signal. Et là, on a un signal d'anomalie, un signal d'incertitude sur la zone euro parce que le spread est sorti par le haut de ce canal baissier. Voilà, et on peut voir qu'on a encore une marge de progression pour que les incertitudes progressent. Donc voilà, et donc c'est ce spread. Tant que ce spread sera élevé, on va avoir des incertitudes sur la zone euro, ce qui va peser sur l'euro et plus ou moins sur les marchés actions européens. Vous voyez que jusqu'à hier, la plupart des indices européens, sauf le MIB, ignoraient cette hausse du spread. Mais depuis hier, on a eu une belle baisse des marchés actions européens parce que les marchés commencent à, on va dire, répercuter ce risque sur les autres marchés. Il n'y a pas de contagion, mais le marché spécule. Le marché spécule et le marché s'adapte. C'est pour ça qu'on a eu une belle baisse sur le CAC, le DAX, etc. Voilà, donc on est sur les marchés actions, donc on va continuer dans cette lignée et on va parler un petit peu des indices. On va faire un tour complet des indices majeurs. Donc le Nikkei qui est sous pression à cause du yen. Hein. Le yen, vous savez, qui rebondit depuis hier. Vous voyez que le Nikkei est sous pression, il baisse. Le RSI est à 50, donc sur un niveau de support. Le prix également, il a son ancien sommet de février, donc on a peut-être un rebond qui va avoir lieu sur le Nikkei aujourd'hui ou dans les séances à venir. En tout cas, si on a un breakout de ce support, ce sera un signal baissier jusqu'à 22 000 points. Le CAC, je pense qu'il va revenir à 5500 au vu du spread italien qui commence à faire pression sur les indices européens, vu que celui-ci est amené encore à être sous pression. Étant donné que, voilà, ce qui pourrait diminuer le spread, c'est une baisse des inquiétudes sur l'Italie. Et pour qu'il y ait une baisse des inquiétudes sur l'Italie, ça serait un gouvernement pas autant anti-Europe que pourrait s'attendre le marché. Donc s'il y a une surprise, disons, positive en Italie, ça réduira le spread. Pour le moment, le catalyseur qui pourrait permettre cette surprise positive, c'est finalement un gouvernement proposé par ce Premier ministre qui est plutôt neutre, pas autant anti-européen que le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord. Voilà, donc si on a finalement un gouvernement neutre, pas pro-Europe, parce que ça ne sera pas le cas, ça ne sera sûrement pas le cas, mais s'il est neutre, ça devrait être une bonne surprise pour les investisseurs. Ce spread diminuera et par conséquent, les marchés actions rebondiront. Donc, en attendant ces facteurs, je pense que les indices européens seront sous pression et le CAC, je le vois bien revenir à 5500, voire même retracer 38 à 50% de sa précédente tendance, parce que finalement, depuis la fin mars, depuis le début du bull market, on n'a pas eu de phase de respiration, on a eu des petites phases de consolidation, mais on n'a pas eu vraiment de prise de bénéfice. Et une prise de bénéfice, généralement une tendance, statistiquement, vous commencez à le savoir, mais retrace entre 38 et 50%. C'est la zone, c'est statistiquement le plus probable. Donc 38-50%, ça donne une zone, vous voyez, vers les 5400 points. Donc c'est possible que CAC finalement retrace ses prochaines séances, prochaines semaines à 5400 avant de repartir à la hausse. Tout comme le DAX. DAX, lui, il a
connu une petite période de consolidation, vous voyez, à la mi-avril, mais finalement, c'est pas impossible qu'il retrace 38 à 50% de cette tendance, et donc revenir à son gap avant de repartir à la hausse. Alors Didier qui demande une analyse sur le MIB, tout à fait. Donc le MIB qui testait sa moyenne mobile à 200 jours il y a en début de semaine, hein. Voilà, hier pardon, a rebondi dessus, ouais, qui rebondit. Pour le moment elle tient cette moyenne mobile. Maintenant encore une fois, est-ce que c'est le moment d'acheter alors qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes? Je ne pense pas. Donc voilà, le MIB pour moi faut le laisser de côté pour le moment. Je pense que le risque baissier est beaucoup plus dominant sur les indices européens actuellement, étant donné qu'ils sont quand même assez élevés et que les incertitudes en Italie sont encore loin d'être totalement intégrées au prix. Il y a des nouveaux catalyseurs qui vont arriver. C'est pas comme si le dossier italien était fermé. Vous voyez. Donc voilà, pour moi le risque baissier domine beaucoup plus que le potentiel haussier sur les indices européens, même sur le MIB qui a déjà corrigé plus de près de 10% depuis ses plus hauts, je pense. Ouais, 6-7%. Ce qui est quand même pas mal. Voilà, sur le CAC, ça donne 5453, 5253. Alors 38-50%, ouais, de cette tendance, ça donne entre 5420 et 5347. Donc si on coupe un petit peu l'apport en deux, ça fait le seuil psychologique à 5400. Finalement, c'est un retour au sommet de février. Vous voyez, donc dans cette zone de prix. Voilà, donc vers les 5400 points. Le FTSE, pareil, le FTSE il a énormément progressé, c'est l'indice qui a surperformé tous les autres indices hein, depuis peu, 15% en 2 mois à peine. Vous voyez, 26 mars, 22 mai, plus 15%, ce qui est énorme. Boosté par la hausse des cours de pétrole. Heureusement qu'il y avait la hausse des cours de pétrole, hein. Mais la hausse des cours de pétrole et la baisse de la livre sterling. La livre sterling qui s'est beaucoup dépréciée. Ouais, depuis la mi-avril, la livre a perdu quand même près de 7%, ce qui est quand même énorme. Finalement, la livre a corrigé toute sa hausse du premier trimestre en l'espace d'un mois. Donc finalement, ça laisse respirer le marché et à l'inverse, on va dire du CAC ou du DAX, il n'y a pas réellement de nouveaux catalyseurs qui viendraient menacer l'indice britannique, alors qu'en zone euro, il y a l'Italie. Bien sûr, le FTSE, il est influencé, il sera impacté par le Brexit, mais depuis 2 mois, on n'a pas vraiment de nouveaux facteurs. Donc, il n'y a pas de raison que le marché, d'un coup, fasse chuter le FTSE. Donc, c'est pour ça que le FTSE surperforme. Mais maintenant, je pense que, tout comme le CAC, ouais, que le FTSE n'a pas vraiment connu de phase de respiration, de prise de bénéfices. Donc, dès qu'on aura un rebond de la livre ou une baisse des cours de pétrole majeure, le marché devra en profiter pour prendre des bénéfices. Et un repli de 38 à 50%, c'est-à-dire en dessous des 7500 points finalement, me semblerait totalement envisageable. Alors dans l'indice anglais FTSE, le pétrole compte-t-il beaucoup? Alors j'ai pas vu la pondération du secteur pétrolier, mais il faut savoir que le pétrole de toute façon a un impact sur l'ensemble des bourses mondiales. Parce que qui dit hausse du pétrole veut dire hausse de la demande mondiale ou alors baisse de l'offre, mais c'est souvent hausse de la demande. Dans notre cas, c'est plutôt baisse de l'offre, enfin incertitude sur l'offre mondiale. Et donc, généralement, dit hausse des cours de pétrole, dit hausse de la croissance mondiale. Et donc, hausse des revenus des entreprises. Voilà. Après sur Wall Street, honnêtement, rien n'a changé, donc je vais faire un rapide tour. Ensuite, je passe au forex parce que j'ai pas mal de questions. Vous voyez que voilà, le Dow Jones, le S&P pardon, consolide autour des 2700 points, le Dow en dessous des 25 000 et le Nasdaq en dessous des 7000 points.
Voilà, donc on n'a pas grand chose, on a une consolidation à Wall Street. Par contre, je pense que dès lors qu'on aura là le rebond de l'or, le rebond de l'euro et le rebond de la livre, le marché va revenir sur Wall Street. Donc pour moi, je pense que les marchés américains vont continuer à consolider ou en tout cas sous-performer tant que l'euro et la livre sont sous pression. Alors Raymond, tu dis la hausse des cours de pétrole ne pénalise pas les entreprises. Alors si ça pénalise les entreprises dans le sens où c'est des coûts un peu plus élevés, euh, c'est des coûts un peu plus élevés. Mais par exemple, si vous regardez Total, il n'y a pas de finalement Total surperforme. C'est pas parce qu'on a une hausse des cours de pétrole que ça va impacter les bourses. On a bien évidemment potentiellement des coûts qui seront plus faibles, mais finalement ils vendront leurs produits plus chers. Donc voilà, il n'y a pas vraiment, enfin, il y a un petit impact sur les revenus, surtout sur le transport, mais ça a plus d'impact positif sur les bourses mondiales que négatif. Un pétrole qui est en baisse, c'est pas bon c'est pas bon signe pour l'économie. C'est bon pour les entreprises, mais c'est pas bon signe pour l'économie. Et puisque le marché est toujours dans la spéculation, voilà, l'économie prend toujours le dessus. Si on a une hausse finalement de l'économie, on a une hausse des revenus des entreprises. Et si on a une baisse, une contraction de l'économie, même s'il y a des coûts plus faibles des entreprises parce que le cours de pétrole est en baisse, finalement, si elles exportent moins, elles exportent moins. Alors, on passe sur le forex, on regarde nos indices. Yen, euro, CHF, GBP. Voilà, donc yen, CHF, pour moi, je suis le plus confortable à acheter ces deux devises. Vous savez, depuis le début de la semaine, c'est des stratégies. Hein. Achat yen, achat CHF. CAD, NZD. Alors, vous voyez que la pression diminue ce matin, parce que tout à l'heure, on avait vraiment le CAD qui était en forte baisse, le NZD, l'AUD également. Alors que là, l'AUD progresse à nouveau. Mais voilà, concrètement, le yen et le franc, les tendances restent inchangées, elles sont haussières. Notre yen index prend 0,31%. Le CHF, vous voyez qu'il y avait beaucoup progressé hier, finalement a beaucoup corrigé, mais ça reste une devise haussière. Voilà, c'est dommage qu'il y ait eu ce sell-off pendant la journée, qu'il y a eu en intraday une forte vente, mais la tendance est reste haussière avec un RSI qui est au-dessus de 50, une divergence, bref, on n'a pas de signaux baissiers. On n'a pas de signaux baissiers, donc le franc continue à l'acheter, tout comme le yen, j'ai envie de dire, même si voilà, il me semble assez élevé à court terme. Vu le momentum, je pense qu'on va avoir une correction lors des prochaines séances. Pour le moment, ce qui alimente le yen, c'est le retour des incertitudes sur les relations commerciales et les inquiétudes sur le sommet entre Trump et Kim Jong-un. Si on a une amélioration de ces deux facteurs, si on a une baisse d'incertitude, on aura un yen qui sera sous pression. Et à l'inverse, si les incertitudes persistent et augmentent, le yen va encore plus s'apprécier. Et le franc s'apprécie parce que, voilà, en Europe, finalement, il y a l'Italie qui pèse, donc le marché paye du franc. Et en plus de ça, on a un rachat technique, hein, rachat de position short, étant donné que d'un point de vue technique, le franc était sur un niveau de support important, c'est tout à fait normal que qu'on a un rebond. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une tendance haussière, hein. C'est simplement, je pense, une correction de cette impulsion baissière. Et finalement, la tendance est clairement baissière. Elle est clairement baissière. On le voit, on a des obliques qui sont baissières, que ce soit sur du long ou du plus court terme. Donc ça montre bien qu'on a des sommets tout de même de plus en plus bas. Donc on a quand même une pression. Voilà Didier, excellente annonce, enfin
excellent commentaire qui nous dit les cours de pétrole commencent déjà à impacter les compagnies aériennes. J'ai payé samedi plus cher que le prix que j'avais vu en février des billets pour aller en Australie cet été. Alors ça c'est peut-être dû du fait que voilà, peut-être que vous savez certains jours d'un jour à un autre les prix augmentent. Mais en tout cas vous voyez que même si les cours de pétrole augmentent, finalement ça se répercute sur quoi? Ça se répercuter sur le prix des ventes. Donc finalement voilà, on n'a pas vraiment de, c'est pas parce qu'on a une hausse des cours de pétrole que ça va impacter beaucoup les revenus. Ça va impacter un petit peu parce que finalement, si on a des coûts de vente plus hauts, enfin, si on a un prix de vente plus élevé, eh bien, on aura moins de consommation. Mais si on a moins de consommation mais un prix de vente plus élevé, finalement, ça va un petit peu compenser. Puisque le prix de vente est plus élevé, ça va compenser un nombre de ventes un petit peu plus faible. Donc voilà, c'est pas parce que le cours du pétrole augmente que ça va impacter les bourses. Oui, il y a des entreprises qui vont être impactées comme les entreprises qui exportent énormément parce que finalement euh, les coûts de transport seront beaucoup plus élevés. Mais de toute façon, cette baisse de la marge, enfin cette hausse des coûts, soit répercutée sur le prix de vente en grande partie. Voilà, donc yen, franc, continue à acheter. GBP euro, moi je reste baissier. Je vois que les prochains supports sont quand même encore assez loin. On a certes un rebond en intraday, mais c'est normal. Regardez l'euro index. L'euro index, ça faisait depuis le 15 mai, donc depuis quand même 6 séances consécutives que l'euro index baissait. Le GBP il se tient un peu mieux, mais vous voyez quand même que la tendance est baissière. Et le prochain support finalement c'est cette médiane, qui n'est pas vraiment une médiane parce que c'est une médiane à, enfin voilà, à vue d'œil, hein. C'est vraiment au jugé. Peut-être que pour tracer une bonne médiane, je devrais utiliser régression linéaire qui se situe. Alors, si vous savez où se situe la régression linéaire sur TradingView, ça m'aiderait. Ah, régression trend. Voilà. Alors non, pardon, excusez-moi. Oula. Alors c'est compliqué de tracer la régression linéaire avec cet outil. Euh, alors, avec cet outil j'ai du mal, mais en tout cas à le juger, vous voyez que bon, on a quand même une oblique qui fait office de support résistance, de pivot. Ici support, résistance, résistance, pseudo support ici. Donc voilà, pour moi la prochain support, il est encore un petit peu plus bas. Il y a encore une marge de progression, marge de baisse. Et l'euro c'est pareil. On a cette oblique qui va chercher les points bas depuis 2017. Donc je garde une perspective baissière tant que l'euro n'a pas atteint cette oblique ou tant que la livre n'a pas atteint cette oblique également. Concernant l'AUD reste sous pression. Vous voyez qu'on a eu lundi une belle hausse parce que on a eu une amélioration du contexte des relations commerciales, mais depuis finalement mardi, ces tensions, enfin ces relations se, comment dire, les perspectives sont moins optimistes que lundi, et donc on a l'AUD qui réagit à la baisse, tout comme le CAD. Hein. Finalement, le CAD, vous voyez, il est également sous pression, le NZD également. Donc pour le moment, NZD, AUD, c'est pas le moment de rentrer à l'achat. Enfin, l'AUD si, depuis lundi, étant donné que bon, on a tous les signaux techniques finalement, on a juste d'un point de vue fondamental, on n'a pas d'avancée majeure sur les relations commerciales, mais techniquement, on a RSI au-dessus de 50, au-dessus de son sommet
de mars, le prix qui est au-dessus de cette oblique, au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Donc si on ne rentre pas à l'achat, si on n'était pas rentré à l'achat lundi, finalement, je ne vois pas quand est-ce qu'on pourrait passer à l'achat. Parce que si on attend un accord signé entre la Chine et les États-Unis, je pense que le marché aura déjà pricé à hauteur de 80-90% cette annonce. Parce que l'accord ne va pas être signé sans que le marché s'y attende. On va avoir des indices au fur et à mesure. Donc finalement, quand l'accord sera signé, je pense que la hausse de la UD aura été déjà réalisée à hauteur de 80-90%. Donc faut pas attendre qu'un accord soit signé, je pense, pour acheter de la UD ou acheter du NZD. Donc techniquement, on a eu les signaux haussiers sur la UD, pas sur le NZD. Donc ceux qui sont à l'achat sur la UD, honnêtement, ça se justifie et je pense que ça peut encore se maintenir. Pour ce qui est du dollar, alors un petit peu de mal à charger le graphique. Alors, bon, on va regarder DXY. Alors, j'ai une perte d'internet. Alors, excusez-moi pour ce petit problème d'internet. Je ne sais pas pourquoi ça bug d'un seul coup. Que pouvons-nous regarder en attendant? Voilà, donc Dixie qui est là, qui est devant nous. Dixie, vous voyez, qui a fait une hausse hier, qui retrace un petit peu ce matin, ce qui est plutôt normal. On a un RSI qui est sous résistance, regardez. C'est intéressant de le constater parce que finalement on a une divergence qui est en train de se former sur le DXY. On a un RSI qui est en légère baisse. Regardez, j'ai pris les sommets et finalement, si on étend cette oblique, vous allez voir qu'elle est orientée légèrement à la baisse. Donc on a finalement des sommets de plus en plus bas sur le RSI, alors qu'on a des sommets sur le prix de plus en plus haut. Donc on a une divergence qui est en train de se former. C'est pas le moment d'exploiter cette divergence, mais voilà, en tout cas, on a un momentum qui bute sous résistance. Moi, je pense personnellement que voilà, Dixie va garder une orientation haussière, légèrement haussière, lors des prochaines semaines jusqu'au 13 juin. 13 juin, date à laquelle le FOMC devrait augmenter ses taux. Et puisque cette décision a déjà été pricée, normalement la réaction sera plutôt baissière. Tout va dépendre bien évidemment de ce que va annoncer plutôt Jérôme Powell, parce que c'est ça le plus important finalement. C'est pas la hausse des taux, la hausse des taux est déjà intégralement pricée. Donc c'est vraiment les commentaires s'il y aura bien 3 ou 4 hausses des taux de la Fed en 2018 qui va être important. Tous ces commentaires-là de n'importe quel membre de la Fed sont les plus importants sur le dollar. S'il y en a qui disent, s'il y a des membres de la Fed qui disent probablement une accélération du rythme de hausse des taux, dollar bullish. Et à l'inverse, s'il y a un statu quo, c'est un dollar qui est légèrement en baisse parce que ça a déjà été intégré au marché. Voilà, donc DXY, perspective haussière assez limitée jusqu'au 13 juin. Regardez le dollar index, s'il veut bien charger. Vous voyez que le dollar index bute à son sommet de novembre. Et dès qu'il y a eu la hausse des taux en décembre, on a eu cette baisse. Et bien là, je pense qu'on va connaître à peu près le même scénario. C'est-à-dire consolidation, légère hausse pour venir flirter avec cette résistance jusqu'au 13 juin. 13 juin, combat. 13 juin. Voilà. En violet devant nous, nous avons la date du 13 juin. Et donc jusqu'à cette date, je pense qu'on va avoir une consolidation. Le Dixie va tendre vers cette résistance, donc une hausse assez limitée. C'est pas parce qu'on aura la cassure, le franchissement de la moyenne mobile à 20 jours qu'il faudra passer à la vente. Faut. Moi personnellement, ce que j'aime combiner, c'est franchissement de la moyenne mobile à 20 jours et franchissement du RSI de 50. Donc dès qu'on a ces deux signaux,
c'est le moment ensuite de regarder les paires. Donc l'action du prix n'est pas la seule action qui m'intéresse. J'ai également l'action du momentum. Voilà. Il y a 3 ou 4 hausses des taux pricés à votre avis de la part de Raymond. Alors Raymond, j'ai regardé les probabilités hier et pour le moment, il y a autant, 50%, mais vraiment hein, 50% de probabilité pour 4 hausses des taux ou plus et 50% pour 3 hausses des taux. Donc finalement pour le moment, le marché est totalement indécis. Par contre, en termes de tendance, si on regarde depuis le début de l'année, la probabilité de 4 hausses des taux ou plus est beaucoup plus haussière. Elle progresse. Elle progresse quasiment chaque semaine. Alors que celle de 3 hausses des taux, finalement, elle consolide depuis le mois de mars. Donc en termes de tendance, j'ai envie de dire, celle de 4 hausses des taux pourrait prendre le dessus d'ici 1 ou 2 mois. Je pense que le marché va rester totalement indécis encore jusqu'au 13 juin. Et au 13 juin, avec le discours de Powell, Powell devrait donner des nouvelles indications. Je pense des hausses des taux maximum. Alors moi je parle bien sur toute l'année 2018, Ramsey. Hein. Je parle pas encore 3 ou 4 hausses des taux. Je parle sur l'année 2018 entière. Donc on a eu le mois de mars, on va avoir le mois de juin. Donc soit il y en a une autre, ou soit il y en a 2 autres. Donc 3 maxi en 2018. Très bien, peut-être bien. Tout va dépendre honnêtement de l'inflation. L'inflation, l'indicateur que surveille la Fed, c'est pas vraiment l'IPC. L'IPC il est intéressant parce qu'il est publié avant l'indice PCE. Donc l'indice PCE, c'est l'indicateur de l'inflation que surveille la Fed. Et c'est sur cet indicateur que le FOMC base sa décision. Pour le moment, l'indice PCE, il est 1,9%. Mais il a bondi de 1,6 à 1,9. L'objectif, comme vous le savez, il est à 2%. Donc si finalement on a cet indice PCE qui évolue au-dessus de 2% et qui continue d'évoluer au-dessus de 2% pendant plusieurs mois, si c'est qu'un mois, ça ne va pas changer. Enfin, je pense pas que ça va être le facteur qui va décider les spéculateurs de 4 hausses des taux. Par contre, imaginons que l'indice PCE Core évolue au-dessus de 2% pendant 2-3 mois. Je pense honnêtement qu'il y aura 4 hausses des taux. Donc ça va vraiment dépendre des prochaines publications de l'indice PCE Core. Si la Fed augmente plusieurs fois les taux, quel impact sur la politique de la BCE? La BCE devra-t-elle augmenter les taux pour suivre ou pas? Non, pas forcément. Il y a pas forcément la Fed. C'est vrai qu'elle a un rôle plutôt de leader dans les banques centrales, mais voilà, la BCE, elle regarde les statistiques macroéconomiques de la zone euro. Si la zone euro a toujours du mal à avoir une croissance au-dessus de 2% et surtout une inflation à 2%, c'est pas parce que la Fed va augmenter ses taux qu'elle va le faire. Par contre, si on a des statistiques macroéconomiques qui atteignent les objectifs de la BCE, oui, il y a toutes les chances que la BCE commence à durcir sa politique monétaire. Et c'est pas parce que la Fed augmente ses taux que la BCE va le faire. C'est vraiment, tout dépend de la situation en zone euro. Voilà, donc on prend un peu de temps ce matin, excusez-moi. Hein. Donc au niveau des paires majeures, je fais un tour rapide parce que, voilà, encore une fois, il n'y a pas grand-chose qui a changé. L'euro-dollar, plus bas de 6 mois. Retour sous 1,17. L'oblique haussière qui va chercher les points bas de 2017 comme support, donc c'est vers 1,1650 le prochain support majeur. Et ça va être atteint d'ici les prochaines séances. Hein. Le GBP, prochain support à 1,32. Le NZD sous pression pourrait revenir à 0,6830. Le SDCAD, je suis neutre, vous voyez que c'est vraiment c'est un range. Si vous mettez en 4 heures, regardez, en 4 heures on a un range. On a même un cycle. Regardez, on a des périodes, on a des oscillations. C'est vraiment c'est répétitif. Regardez, chandelier haussier 13 heures, chandelier haussier 13 heures. Et là, si on se met à 13 heures, 13 heures, ah, cette fois-ci c'était baissier. Mais vous voyez qu'on a vraiment un range avec même des cycles, ce qui est impressionnant. Donc finalement l'USDK, non, ça se paye où? Ça se paye à 1,2765 sur du court terme et ça se vend à 1,29. D'un point de vue technique, c'est ce qu'il faut faire.
L'USD CHF, moi je mise toujours sur une surperformance du franc sur du moyen terme, tout comme le yen, et donc l'USD CHF je suis baissier. Dans un premier temps jusqu'à 0,88, 98,50, qui correspond à 23% de retracement de cette tendance, mais c'est surtout cette oblique qui m'intéresse, parce que elle vient chercher tous les points bas depuis le début de la tendance bullish. Donc voilà, premier objectif 0,98, 50 et l'USD yen, vous voyez qui repasse sous 110 et bah pour moi vous savez d'ici quelques mois, bah, c'est vraiment sur du moyen long terme, j'envisage un retour de l'USD yen à 105, voire même 100. Voilà, et ensuite GBP CHF, notre objectif du début de semaine a été atteint, objectif baissier jusqu'à 132. On voit que ça a été atteint hier dans la journée. 132. Voilà. Donc objectif atteint. Je pense que de toute façon, il va encore être sous pression, cette livre sterling. On re-regarde rapidement les indices. Forex, le franc suisse, une marge de progression avec des signaux bullish. La livre, à l'inverse, signaux baissiers. RSI sous 50, on n'a pas de divergence. Le prix qui est sous sa moyenne mobile à 20 jours, bref. Et le support qui est quand même encore assez bas, j'ai envie de dire. Outre cette médiane, le prochain support horizontal, c'est celui-ci. Donc vous voyez qu'on a encore une marge de baisse. Donc finalement, GBP CHF, 132 oui, mais je pense qu'il peut aller même venir chercher 132 pardon, 1,32 oui, je pense qu'il peut même venir chercher les 1,30. Par contre, vous voyez que 1,32 c'est cette oblique haussière, un seuil psychologique, la moyenne mobile à 200 jours. Donc c'est quand même un niveau de support important. Mais je pense que ce niveau de support va être dépassé. Et dès qu'il sera dépassé, il faudra surveiller le momentum. Parce que vous voyez que dès que le prix arrive sur un niveau de support important, vous voyez là 50% de retracement, la moyenne mobile, l'oblique, eh bien on a une divergence qui se crée. Donc voilà, dès qu'on arrive sur un support, il faut commencer à surveiller le momentum parce que le momentum, en théorie, il précède l'action du prix. Donc dès qu'on a un prix sur support ou sous résistance, faut commencer à regarder particulièrement, faut analyser le RSI. Parce que si le RSI commence à diverger à la hausse sur un support, il y a de fortes chances que le prix rebondisse. Raymond, super le GPP s'achève, moi j'ai coupé, je ne savais plus quoi faire. Alors je vous rassure Raymond, moi c'est pareil, hein. Honnêtement, voilà, c'est clôturé, et voilà, tout simplement. Mais je pense qu'il y a davantage de baisses qu'on peut connaître. Et l'euro CHF, c'est pareil, hein. Vous voyez que test de la moyenne mobile à 200 jours, finalement même clôture en dessous, et je pense qu'il va probablement venir retourner à 1,15, cet euro CHF. Un mot sur le gold de la part de Ramsey. Alors on passe sur les matières premières. Le gold, vous voyez que le gold teste cette oblique, RSI à plat, qui est rebondi légèrement, mais on n'a pas de divergence. Et finalement, le gold, tout va dépendre un petit peu des tensions déjà géopolitiques, parce que si on a des nouvelles tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis, on aura l'or qui va s'apprécier. Mais également et surtout, j'ai envie de dire en ce moment, c'est le dollar qui pèse sur l'or. Si on a une baisse du dollar, on aura une hausse de l'or. Et pour le moment, en intraday, la hausse de l'or se justifie uniquement par la baisse du dollar. Regardez, DXY moins 0,20, or plus 0,21. Voilà. Donc, baisse du dollar, hausse de l'or. Donc tout dépend de votre opinion sur le dollar. Moi, mon opinion, je vous l'ai dit, je suis légèrement, très légèrement haussier jusqu'au 13 juin, mais très légèrement. Donc je pense que l'or va rester sous pression jusqu'au 13 juin. Donc je suis neutre, pour être honnête avec vous, sur l'or. D'un point de vue technique, j'ai pas encore les signaux nécessaires pour passer long. Là, certes, on est sur support, mais on est quand même sous les 1300. On est sous la moyenne mobile à 200 jours et sous la moyenne mobile à 20. Et le RSI est bearish. Donc, oui, on est sur une oblique de long terme, mais est-ce qu'il faut payer parce que le prix est sur un support? Tant que j'ai pas les signaux haussiers, je vois pas pourquoi je passerai long. Et pour le moment, ni le RSI ni le prix fournit de signaux bullish. L'or est-il toujours considéré comme une valeur refuge? Alors je dirais plutôt qu'il est considéré comme une valeur de diversification. Donc il y a une petite nuance entre les deux. Et voilà, et donc pétrole, voilà, tend vers les 80 dollars le Brent, le brut, vous voyez, vers 72. Je pense que
J'ai écrit un article hier que je vous invite à lire si vous tradez l'or, parce que c'est une analyse plutôt de long terme cette fois-ci. Et personnellement, je trouve que le risque baissier est plutôt dominant. Pour le moment et pour du moyen long terme. Parce que pour le moment, ce qui a drivé ces derniers mois la hausse des cours de pétrole, c'est quoi? C'est le gel de la production de l'OPEP, mais surtout, ces dernières semaines, c'est les incertitudes sur l'Iran et depuis peu sur le Venezuela. Or, ces incertitudes, personnellement, je les juge pas à leur apogée, mais compliqué de faire plus. À part si l'Union européenne se retire de l'accord sur le nucléaire iranien, ou que l'Iran se retire également de cet accord. Dans ce cas-là, oui, ça va encore plus inquiéter le marché. Dans ce cas-là, on aura une hausse nouvelle des cours de pétrole. Mais après, c'est de la spéculation, encore une fois. Je pense que il y aura pas l'Union européenne qui va sortir de ce traité. Donc, pour moi, le risque baissier domine. Donc, je suis plutôt baissier. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, ce qu'on trade avant tout, c'est le prix. Et le prix, pour le moment, encore une fois, n'a pas émis de signaux baissiers. On a une légère divergence, regardez sur le brut, sommet de plus en plus bas sur le prix, sur le momentum, alors que le prix a des sommets de plus en plus hauts. Mais le RSI se maintient au-dessus de 50, au-dessus de cette oblique, et le prix au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours. Donc, pour moi, j'ai pas les signaux nécessaires pour passer à la vente. Et personnellement, un moyen terme, je pense que d'ici un trimestre, je vois bien le cours de pétrole revenir, corriger 38 à 50% de cette baisse. Donc revenir vers les 60 dollars le brut et 65 le Brent. Le 4 CHF me demande Mohamed. Alors 4 CHF, compliqué de trader le 4 CHF. Techniquement, il est baissier. On a une belle divergence. On a le RSI qui teste 50, le prix qui a cassé la moyenne mobile à 20 jours. Donc, il y a beaucoup plus de pression sur le 4 CHF. Et vous voyez que cette oblique a fait office d'une excellente point de résistance. Donc voilà, techniquement c'est baissier. Maintenant, si demain on a le tradé de l'ANENA qui est conclu et qui est bon pour ces trois pays, le CAD va probablement rebondir. Et donc, rebondir et même peut-être surperformer le Forex. Donc le franc sera sous pression, le 4 CHF sera bullish. Donc 4 CHF c'est une paire qui, pour le moment, est baissière, mais c'est possible que demain elle soit haussière si on a le traité de l'ANA qui est renégocié, qui est finalisé, qui est conclu. Sauf qu'on ne sait pas quand est-ce que ce traité va être finalisé. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans un mois, ça peut être dans 3 mois. Voilà, donc c'est compliqué, je trouve, de se positionner sur le CAD, surtout que si vous regardez le CAD index finalement, qu'est-ce que nous indique le CAD index? Eh bien, il nous indique une consolidation à court terme. Il est sous résistance, sous cette oblique qui vient chercher tous les points hauts depuis début 2017. Mais en même temps, il est au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours. Et le RSI, bien qu'il diverge, il est toujours dans son territoire bullish. Par contre, si demain, on a le prix qui clôture sur la moyenne mobile à 20 jours et le RSI sous 50, dans ce cas-là, j'aurai les deux signaux baissiers nécessaires pour passer à la vente sur le CAD. Même si le traité de l'ALENA, peu importe. Voilà. J'aurai les signaux techniques. Parce que c'est bien l'analyse fondamentale, c'est très important, mais avant tout, ce qu'on trade, c'est le prix. Donc, c'est possible de trader sans connaître, sans surveiller l'analyse fondamentale, mais ce n'est pas possible de faire l'inverse. C'est pas possible de trader qu'avec l'analyse fondamentale. Parce qu'on sait que le marché est toujours dans la spéculation. Donc, l'annonce qu'on a déjà été pricée 75% du temps. Donc, c'est pas suffisant de connaître ce qui se passe dans le monde pour trader. Par contre, l'analyse technique est indispensable. Voilà, écoutez, j'ai fini avec ce point de marché. On a pris pas mal de temps, mais bon, ça valait le coup. Il y avait beaucoup de choses à raconter ce matin. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour mon dernier webinaire de la semaine. Et sinon, Yoav Nizar présentera un webinaire tout à l'heure que je vous invite à le rejoindre pour connaître son point de vue sur les marchés. Voilà, excellente journée à vous et à demain pour mon prochain point de marché.